En Éthiopie, le Parlement a adopté une nouvelle loi électorale qui marque une étape clé vers les élections prévues en mai 2020. C'était lors d'une session d'urgence ce week-end. Au Sénégal, les hommages pleuvent après le décès d'Amath Dansokho, une figure majeure de la scène politique. Ancien ministre, ancien député et ancien maire, il a été longtemps opposant avant de rejoindre Macky Sall depuis 2012. Et puis au Cameroun, la ville de Yaoundé pourrait dans les prochains jours sortir du noir. La moitié de la ville connaît un délestage depuis le 7 août dernier après un grave incendie qui avait endommagé le poste de transformateur BRGN à Mélène. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, le tout premier gouvernement du président Félix Tshisekedi, très attendu depuis sa prise de pouvoir il y a 7 mois, a été enfin dévoilé. Une équipe composée de 76,9% de personnalités n'ayant jamais pris part à un gouvernement. Les détails. 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, le gouvernement de coalition de la République démocratique du Congo a été dévoilé dans la nuit de dimanche à lundi. Sur la base d'un accord conclu entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, l'exécutif devrait comprendre 66 membres, dont 42 issus des rangs du Front commun pour le Congo, la coalition des pro-Kabila et 23 de CAP pour le changement du président Tshisekedi. Ce nouveau gouvernement compte 76,9% de personnalités n'ayant jamais pris part à un gouvernement. Mais on note quand même la présence de quelques caciques comme le ministre Azaria Rouberwa, qui hérite de la décentralisation, ou encore de Steve Mbikayi Mabuluki, qui était dans le gouvernement sortant. Steve Mbikayi sera donc aux affaires humanitaires. Par ailleurs, 17% des portefeuilles ont été attribués à des femmes. Les 26 provinces de la République démocratique du Congo ont toutes été servies au sein du gouvernement, a détaillé le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a aussi nommé une ministre déléguée aux personnes handicapées. En Éthiopie, le Parlement a adopté une nouvelle loi électorale qui marque une étape clé vers les élections prévues au mois de mai 2020. C'était lors d'une session d'urgence qui s'est tenue ce week-end. Des précisions à travers ces images. Les parlementaires éthiopiens ont adopté une nouvelle loi sur les élections et les partis politiques, une étape clé vers les prochaines élections. Samedi, les parlementaires ont notamment rejeté une clause qui prévoyait qu'un siège de député soit automatiquement attribué à une femme dans le cas où elle serait arrivée à égalité avec un homme à l'issue des élections. A contrario, ils ont approuvé une disposition requérant qu'un parti politique national ait au moins 10 000 adhérents et un parti régional 4 000. Les élections législatives à l'échelon fédéral et régional sont actuellement prévues en mai 2020. Le Premier ministre Abiy Ahmed, entré en fonction en avril 2018, a promis que ces élections seraient libres, justes et démocratiques. Elles doivent marquer une nouvelle étape dans les réformes impulsées par le Premier ministre, qui a notamment libéré des prisonniers politiques, levé l'interdiction pesant sur certains partis politiques et signé un accord de paix avec l'Érythrée. De nombreux acteurs politiques, membres de la société civile et diplomates ont mis en doute la capacité de l'Éthiopie à organiser ces élections à la date prévue en raison du contexte sécuritaire. L'Éthiopie traverse en effet une crise politico-ethnique marquée par des violences intercommunautaires. Certains partis politiques ont également estimé que les élections ne devraient pas avoir lieu tant que le pays n'aura pas procédé à un nouveau recensement. Au Sénégal, Amath Dansokho, une figure majeure de la scène politique, est décédé. Ancien ministre, ancien député et ancien maire, il a été opposant au président Senghor, Diouf et Wade avant de rejoindre Macky Sall depuis 2012. À l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés. Écoutons la réaction du secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, formation que Dansokho a dirigée pendant de longues années. C'est une perte immense d'un homme qui a eu un parcours étincelant dans la vie politique de notre pays, un homme qui a laissé des marques impérissables dans la vie démocratique nationale. Amath est parti, mais quelque part il nous reste puisque nous avons retenu de lui l'intelligence politique,
la capacité à rassembler, le sens du discernement. Et tout cela, évidemment, ne va pas le suivre dans la tombe, mais nous entendons le faire prospérer. Cet homme a su à chaque fois distraire l'essentiel de l'accessoire. Et à chaque fois, il s'est demandé quelles étaient les questions essentielles et quelles forces fallait-il mobiliser pour venir à bout des grosses problématiques que nous devrions en tant que peuple affronter. L'aspiration à la justice, à la paix civile, à la construction nationale est une constante chez Dansoko. Et évidemment, il a eu à porter sa part de charge et c'est vrai qu'il a beaucoup fait pour ce pays. Au Cameroun, la ville de Yaoundé pourrait dans les prochains jours sortir du noir. La moitié de la ville connaît un délestage depuis le 7 août dernier après un grave incendie qui avait endommagé le poste de transformateur BRGM de Mélène. Selon le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie qui a effectué ce week-end une visite sur place, le taux d'exécution des travaux de réparation est de 80%. Reportage Narcisse Houm. La descente effectuée ce week-end par le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, au poste BRGM de Mélène, donne à voir que le délai accordé par le gouvernement camerounais à la société en charge de la distribution de l'énergie au Cameroun est respecté. Les techniciens de Neo et Sonatrel sont à pied d'œuvre. Le taux d'exécution des travaux calculé ce 24 août est de 80% selon la fiche de compilation quotidienne du niveau de déroulement des travaux. Le travail en lui-même maintenant consiste tout simplement à faire des contrôles d'isolement électrique et les raccorder au niveau des équipements qui sont un peu parsemés dans ce poste-là. À noter, ce poste couvre 28% des besoins en électricité de la ville de Yaoundé. Le retour à la normale de l'énergie électrique dans la capitale politique du Cameroun sera lancé progressivement dans les quartiers sinistrés jusqu'au retour à la situation normale. Les travaux sont achevés et la connexion des ménages va donc se faire de manière progressive. Pour des raisons de sécurité, c'est pour ça que ça prendra une moyenne de 72 heures. Au terme de 72 heures, tous les ménages seront alimentés 24 heures sur 24. En attendant le rétablissement définitif de l'énergie électrique mardi prochain, un programme de rotation des délestages en travers des différents quartiers sinistrés de la ville de Yaoundé a été planifié par les responsables de NEO. Pour rappel, le poste de transformateur BRGM de Mélène avait été endommagé le 7 août dernier par un grave incendie, plongeant la moitié de la ville dans le noir. Pour le moment, les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. En Libye, les vols ont repris ce week-end dans le seul aéroport de la capitale après avoir été suspendus pendant quelques heures. Ceci en raison du tir d'une roquette au moment de l'arrivée de 2 avions. L'aéroport de Mitiga à Tripoli a frôlé une fois de plus la catastrophe ce samedi quand une roquette est tombée au moment de l'atterrissage de 2 avions de compagnie libyenne. Un vol en provenance d'Istanbul et un autre de Médine en Arabie Saoudite qui ramenait des pèlerins de la Mecque. Le trottoir du parking de l'aéroport et des voitures qui y étaient garées ont été endommagés par l'impact de la roquette. J'ai été surpris quand je suis sorti après la chute de la roquette que l'explosion s'est produite à quelques mètres seulement du hall où nous étions assis. Je suis sorti pour inspecter ma voiture et j'ai découvert qu'elle a été détruite. Après quelques heures d'arrêt, l'espace aérien a été rouvert et le trafic a pu reprendre à la mi-journée avec un décalage dans le programme des vols selon les autorités aéroportuaires. La direction de l'aéroport n'a pas dit qui était à l'origine du tir, mais les forces pro-GNA ont accusé le camp du maréchal Haftar d'en être responsable. Situé à quelques kilomètres à l'est de la capitale, dans la zone contrôlée par le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, l'aéroport Mitiga est fréquemment visé par des tirs des forces du maréchal Haftar, homme fort de l'ex-libyen, qui cherche à s'emparer de la capitale et accuse le GNA reconnu par l'ONU d'utiliser cet aéroport à des fins militaires.
Le Togo dispose désormais de matériel de marquage des armes. Il s'agit d'un don du gouvernement japonais. Le projet est exécuté par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et pour le désarmement en Afrique. Il s'agit du ministre togolais de la Sécurité publique qui a procédé à la réception. Reportage Ferdinand Gadé. Les armes se trouvant sur toute l'étendue du territoire togolais pourront être bientôt identifiées. Les autorités togolaises disposent désormais des appareils pour les marquer. Le Japon vient de faire don de ces appareils au gouvernement togolais. Ce projet permettra d'accumuler des expériences dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petites calibrières au Togo et de renforcer les actions entreprises par le gouvernement du Togo dans le domaine. La lutte contre l'insécurité grandissante dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique en général, du fait des mouvements djihadistes et de Boko Haram, devient impérieuse pour les décideurs politiques, selon le ministre togolais de la Sécurité publique, lors de la réception de ce don d'appareils du Japon. Oui, avec ce don du Japon, ce n'est pas seulement les armes détenues par la population civile qui seront marquées, y compris les armes des forces de défense et de sécurité. Et dans les jours à venir, l'équipe de marquage va commencer par marquer les armes au niveau de la police nationale, au niveau des corps paramilitaires. Et à l'issue, ça va être le tour des armes des forces de défense, des forces armées. Ça permet de contrôler qui a quoi et fait quoi avec ça. C'est un projet d'assistance technique pour la sécurité physique et à la gestion des stocks, le marquage et destruction des armes légères de petit calibre et leurs munitions au Togo. Il est exécuté par UNIREC et financé par le gouvernement du Japon à hauteur de 373 millions de francs CFA. Au Burundi, plus d'1 millier de personnes ont manifesté ce week-end dans les rues de Bujumbura. Cette manifestation visait à dénoncer le vol d'un patrimoine culturel du Burundi par le Rwanda. Reportage. Des manifestants se sont rassemblés à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, pour protester contre le Rwanda voisin, critiqué après qu'un club de musiciens burundais évoluant au Rwanda ait utilisé un tambour traditionnel burundais. C'était lors de la compétition télévisée East Africa's Got Talent. Nous sommes vraiment contrariés de voir des tambours burundais accompagnés d'un drapeau de l'Union africaine qui ne représente pas le Burundi et d'une tenue qui ne symbolise pas le Burundi. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Le tambour est une richesse exclusivement burundaise. C'est pourquoi on ne peut pas le vendre, c'est pourquoi on ne peut le donner à personne. Ça appartient aux Burundais uniquement. En 2017, le président Pierre Nkurunziza a signé un décret présidentiel qui encadre très strictement l'usage des fameux tambours royaux du Burundi, inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2014. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.